Europe 1. Europe 1. 11h, 13h. Pascal Praud et vous. Bienvenue sur Europe 1, 11h, 13h. Vous réagissez avec Pascal Praud, 01 80 20 39 21. Et je salue bonjour bien sûr Pascal, Géraldine bonjour à Amont. On tous. est content de retrouver notre ami Fabrice Lafitte qui a retrouvé le chemin du studio parce que hier il n'y avait pas de neige et il n'est pas venu. Aujourd'hui il n'y a pas de neige et il est venu. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et vous avez vu et on le remercie... flash à l'heure aujourd'hui, j'étais là. Exactement, et on remercie celui qui vous a non pas remplacé parce que vous êtes irremplaçable, mais succédé hier, monsieur Fifi. Exactement. DJ Fifi. Bah là il se repose parce qu'il a beaucoup donné hier. Bah oui. Nous sommes bien sûr avec monsieur Guenec qui sera là, dit monsieur Boubouk, mais la colère monte chez les agriculteurs en Occitanie. L'autoroute A64 est bloquée au sud de Toulouse. Les manifestants attendent le Premier ministre Gabriel Attal et comptent rester plusieurs jours. Nous sommes donc avec Jérôme, c'est bien ça? Bonjour Jérôme. C'est bien ça. Bonjour à vous. Merci. Jérôme Bail, qui, dans le journal de 8h ce matin, vous disiez déterminé et vous avez envie peut-être de camper là plusieurs jours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de votre colère ? Les raisons de la colère et le mépris de l'État. Voilà, l'État ne méprise la profession agricole depuis longtemps et là, ça s'accentue suite à la manifestation de mardi à Toulouse où aucune mesure concrète n'ont été faites. Donc, l'État est en train de se désolidariser du monde agricole français et du système agricole français. Donc, nous, c'est notre métier. C'est notre gagne-pain, même si aujourd'hui, on a du mal à se payer le pain, on va dire. Mais donc on est là pour le défendre. Pour qu'on comprenne, d'abord, vous êtes dans quel secteur de l'agriculture, Jérôme ? Moi, je suis dans la polyculture et l'élevage. J'élève des vaches à viande de race limousine et je fais de la céréale pour la consommation de mes animaux. Voilà. Et quand vous disiez vous avez du mal à simplement acheter du pain, ça fait combien de temps que vous êtes agriculteur, Jérôme ? Mais ça va faire, j'ai repris l'exploitation de mes parents, de mon père, on va dire, depuis 10 ans maintenant, et depuis qu'il s'est suicidé. Voilà. Vous êtes combien sur l'exploitation, Jérôme ? Je suis tout seul. Et votre père... Mais je travaille pour deux. Voilà. Et votre père, pardonnez-moi peut-être de remuer des souvenirs si douloureux, il s'est suicidé parce que justement la situation d'un agriculteur était trop rude ? Il s'est suicidé suite au manque de soutien de l'État, suite à la crise de la FCO dans les années en 2015. Malheureusement, à chaque crise, il y en a qui gagnent et il y en a qui perdent. Nous, on a perdu les agriculteurs. Et lui, malheureusement, il n'a pas supporté toute cette pression. Il n'a peut-être pas supporté toutes les contraintes administratives maintenant qu'on nous impose. Il n'a pas peut-être aussi supporté l'avancée technologique, où c'est que tout doit se faire par mail et tout ça. C'était des anciennes générations. Et voilà, donc ça a été trop vite pour trop de monde peut-être. Voilà. Alors quand vous dites que vous êtes tout seul, quand vous dites que vous êtes tout seul, c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Votre activité, elle est donc de élever ces bêtes, et j'imagine de les vendre, et puis de faire de la polyculture. Mais en étant tout seul, c'est indiscret de vous demander le chiffre d'affaires de votre exploitation ? 220 000 euros. Donc et vous avez combien de frais d'investissement sur ces 220 000 euros de charges, de frais fixes ? J'ai annoncé mes chiffres partout, je n'ai pas honte de le dire. J'ai fait 220 000 euros de chiffre d'affaires pour moins 7 000 euros à la fin de l'année. J'ai fini avec un déficit de 7 000 euros. Voilà. Donc, mais sur ces 220 000 euros, vous vous payez ? Vous vous donnez un salaire quand même, rassurez-moi, ou il reste rien pour vous ? Pas de salaire. Le seul salaire que je me sors, c'est de me payer les frais, ce qui est les assurances de la voiture, le téléphone, le gasoil, et voilà, c'est tout. C'est effrayant. En fait, ce que vous dites est effrayant. Vous travaillez, j'imagine, 365 jours sur 365, quasiment ? Et 15 heures sur 24. Et malgré cela, malgré cet investissement, cet engagement, vous n'arrivez pas à sortir pour vous un salaire et même quelques argent en fin d'année pour vous ? Rien du tout. Bon. Voilà, je vous parle franchement. Mais je suis tellement sidéré de cela, parce que je sais que c'est la condition des agriculteurs. Mais qu'est-ce que vous demandez alors à l'État ? Qu'est-ce qui fait que les choses pourraient changer ? On parle effectivement parfois de normes qui sont trop importantes, mais j'imagine qu'il n'y a pas que cela. Mais on va parler d'un mot simple.
C'est le respect. Il faudrait déjà que l'administration nous respecte. Moi, aujourd'hui, j'ai 40 000 € de prime PAC de bloqué parce que l'administration a ouvert mon dossier le 25 novembre, et qu'eux ont décidé qu'à partir du 24 novembre, ils ne donnaient plus les avances trésorerie de prime PAC, des aides où c'est qu'on nous envoie des contraintes. Moi, et pourquoi ils ne les donnent plus? Parce que pourquoi ils ne les donnent plus Si on le savait. Si on le savait. Non mais c'est toujours nébuleux. Moi j'ai toujours du mal à comprendre parce que j'aimerais effectivement avoir en face, pourquoi pas, quelqu'un de l'administration. Qu'est-ce qu'on vous dit par exemple? C'est 40 000 € de la PAC, c'est la politique agricole commune, nous sommes d'accord? Bon, oui. Ça c'est de l'argent que vous devez toucher. J'imagine que c'est en fonction de votre chiffre d'affaires ou de votre exploitation, non, tout ça est calculé, c'est pas forfaitaire. C'est par rapport à mon exploitation, par rapport aux cultures que m'impose de semer l'État, avec des dates de semis et tout ce qu'on en parle. Mais pourquoi on ne vous les donne pas depuis le 24 novembre alors qu'on est le 19 janvier? Parce qu'ils ont ouvert mon dossier le 25 novembre. Alors que moi j'avais une date butoir pour remplir mon dossier qui était du 15 mai. Pour vous donner des chiffres exacts, j'ai rempli mon dossier qui a été validé le 11 mai. Donc j'avais 6 mois d'attente par rapport au PMTVA, donc aux primes de bovins viande, donc ce qui fait reporter au 11 novembre. Donc je suis dans les clous. Bon, on va marquer une pause, mais je voudrais vraiment que vous nous expliquiez pourquoi vous manifestez. Je rappelle que les agriculteurs sont avec leurs tracteurs, ils bloquent l'autoroute A64, c'est au sud de Toulouse, et qu'on comprenne vraiment la situation qui est manifestement dramatique. À tout de suite. Pascal Praud est avec vous de 11h à 13h sur Europe 1, et pour réagir, vous composez ce numéro. Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Praud et vous. Merci de nous rejoindre sur Europe 1, 11h, 13h. Pascal Praud et vous. Et nous retrouvons Jérôme qui est avec nous au téléphone, agriculteur en Haute-Garonne, Pascal. Exactement, Jérôme Bail. Il est présent sur l'autoroute A64 qui est bloquée par les agriculteurs. Je vous propose d'écouter Nicolas Dupont-Aignan. Il est président de Debout la France. Il était invité ce matin d'Europe 1 et de CNews au micro de Romain Desarbres. Les agriculteurs dont on a caché les manifestations en Allemagne, partout. Vous en avez parlé. Sur CNews, on en parle ce matin et sur Europe aussi. Est-ce que vous savez que l'Union européenne est en train de signer des accords de libre-échange qui font venir de l'agneau néo-zélandais 30% moins cher sur 18 000 km? C'est écologique, ça? Donc on nous rebat les oreilles avec l'écologie, et on ne peut pas courir 2 lièvres à la fois. Jérôme Bail, donc agriculteur en Haute-Garonne, je crois que vous attendez, avant de bouger, la présence ou l'arrivée de Gabriel Attal, qui a priori n'a pas prévu de venir vous voir, Monsieur Bail. Eh bien, s'il n'a pas prévu de venir vous voir, c'est que lui aussi, il attaque mal ses fonctions en se mettant la base contre lui. Mais qu'est-ce que vous allez lui demander si vous le rencontrez, précisément? La première chose, du respect. Je vais insister sur le mot bien, respect. Ça fait 2 fois que vous me dites le respect. Le problème, c'est que le respect, c'est une donnée un peu abstraite. Moi, j'ai du mal, et je pense, à comprendre pourquoi vous manifestez aujourd'hui précisément. C'est ça qui m'intéresse, Monsieur Bail. Je vais vous le dire, le respect de la parole donnée. Nous, dans notre monde, on a encore cette valeur-là. Le ministre de l'Agriculture est venu le 2 novembre pour le sujet MHE dans les Pyrénées-Atlantiques, et il a fait des annonces avec des promesses urgentes. Aujourd'hui, ça fait 3 mois, on n'a rien vu de venir, rien du tout. Dites-vous qu'en France, aujourd'hui, 2 agriculteurs par jour se suicident. Donc ça veut dire que ce matin, il y en a un, cet après-midi, il y en a un autre. Et ça révolte personne. Bah si, c'est révoltant. D'abord, c'est révoltant parce que les Français ont beaucoup d'affection pour le monde de l'agriculture, et on le voit d'ailleurs chaque année au moment du salon de l'agriculture, parce que chacun a un ancêtre qui était généralement un rural à 2 ou 3 générations près. En 1900, au début du XXe siècle, il devait y avoir 90% de ruraux en France. Donc c'est notre histoire, le monde rural, et on y est très attaché. Et votre colère, je la comprends, on la comprend, et surtout on a envie de vous aider. Mais comment faire? Est-ce qu'on parle de colère? Moi, je parle surtout de détermination. Parce que dans la colère, on l'a vu pendant les émeutes, on peut faire n'importe quoi. Et mettre de la violence. Nous, on n'est pas là pour faire ça. Nous, on est déterminés. On est ouvert à tout dialogue. Je viens de l'expliquer.
Nous, on est là pour discuter et trouver des solutions tous ensemble pour marcher main dans la main et pour sauver ce qui est notre patrimoine. Comme vous venez de le dire, on a tous eu des ancêtres, vous avez tous eu des ancêtres qui faisaient partie de ce monde-là, du monde rural. Bien sûr. Aujourd'hui en France, on fait l'agriculture la plus propre et la plus saine du monde. Mais le problème de la France, c'est dans tous les domaines, c'est qu'on veut toujours laver plus blanc que blanc. Mais malheureusement, on n'y arrive pas. Quand j'entends que l'Union européenne ouvre les libres-échanges avec les autres pays du monde pour importer de l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande avec 18 000 kilomètres pour venir en France, alors qu'on est capable de produire de l'agneau de qualité en France, on nous demande à nous, en Français, de faire de l'écologie, après agriculteurs français, de faire de l'écologie. Vous pensez que c'est écologique d'amener de la viande de là-bas? Je ne pense pas. C'est ce que disait effectivement monsieur Dupont-Aignan. Bon, Jérôme, on va écouter Alexis, qui est un autre agriculteur. Moi, je vous remercie beaucoup d'être intervenu. Effectivement, j'entends dans le son de votre voix quelque chose de l'ordre de l'inquiétude et même de la tristesse. Et puis, ce que vous nous dites sur votre vie, effectivement, est proprement effrayant, parce que travailler autant et avoir si peu de revenus, c'est évidemment pas convenable. Alexis, bonjour. Alexis, vous êtes agriculteur également ? Oui, bonjour. Oui, je suis également agriculteur, mais pas dans le même secteur, un peu au nord de Paris. Qu'est-ce que vous produisez ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors moi, je produis des grandes cultures, du colza, du blé, des betteraves, du lin. Bon, est-ce que la situation est meilleure que celle de Jérôme ? C'est-à-dire que nous, les embêtements, ils sont arrivés moins vite que pour les secteurs viande. C'est-à-dire que dans les secteurs viande, on a importé massivement des viandes qui sont produites avec pas les mêmes standards que nous, avec des hormones, donc des viandes comme ça qui viennent d'Amérique du Sud et du Canada à cause des traités de libre-échange qui sont signés par l'UE et qui systématiquement réduisent l'agriculture à une monnaie d'échange et aux dépens de nous, agriculteurs. Donc jusque-là, nous, on n'était pas trop touchés parce que sur les productions végétales, alors hormis le colza OGM canadien qui rentre et le maïs OGM sud-américain qui rentre et qui nous pourrit nos marchés, on n'était pas trop impactés. Mais là, le clou du spectacle, c'est la guerre en Ukraine où, sous prétexte de cette guerre, on laisse rentrer toutes les matières premières agricoles produites là-bas pour payer les armes. Et on se retrouve aujourd'hui, alors qu'on exportait en Europe du sucre un peu partout dans le monde, on se retrouve avec un marché qui est net importateur et on importe 700 000 tonnes de sucre produit à partir de betteraves OGM, enrobées de néonicotinoïdes, alors que nous, on n'a plus le droit de produire comme ça, et donc notre marché s'écroule. Et donc on voit bien que le mur, il arrive, parce que d'un côté, on a un gouvernement qui nous dit « faites toujours plus vert », qui nous met toujours plus de normes, et de l'autre côté, pour être sûr que le consommateur puisse se nourrir au moins cher, laisse rentrer des matières premières agricoles qui sont produites dans des conditions qui ne sont pas acceptables chez nous. Et le problème de fond, il est là. J'ai compris, on va marquer une pause. Et puis, on a beaucoup de sujets évidemment aujourd'hui à aborder. Mbappé, peut-on tout dire lorsqu'on est une star du football, prendre la parole et parler de tous les sujets? Ça, on en parlera dans quelques instants. Le Premier ministre Gabriel Attal qui ne dort que 4 heures par nuit, ou dormirait, je ne sais pas, Géraldine. C'est pas beaucoup, hein, moi. Combien d'heures vous dormez? Moi, il me faut 7 heures minimum. 7 heures minimum. Ouais. DJ Fab, lui, il dort pendant l'émission. Je dors pendant l'émission, donc du coup, je dors, et c'est vrai, depuis des années, 5 heures par nuit. 5 heures par nuit. Monsieur Guédec, lui, il ne dort pas, paraît-il. En ce moment, c'est compliqué, oui. Mais pourquoi? Mais il y avait des fantômes au-dessus de votre maison. Ben oui, ça doit être ça. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris quelque chose pour dormir cette nuit. Oui, bon. Je suis un petit peu shooté. Grand jour lundi, hein? Lundi, c'est-à-dire? Lundi? Oui. Je vous écoute. On est de combien? Oui, c'est vrai. Grand jour lundi. Mais oui, comment vous savez par contre? Je sais tout. Mais non, mais ça me surprend que vous le sachiez. Oui. Je sais tout. Lundi, grand jour. Mais oui, on le dit pourquoi, non? Dites-le. Il faut, ouais. J'ai 25 ans lundi, oui, c'est magnifique. 25 ans, quart de siècle. Là, on va appeler Jessie Garonne. Là, je pense que pour vos 25 ans, il pourrait venir. Ça sera un beau cadeau, franchement, Jessie. C'est lundi 22 janvier. Oui, Pascal, oui. Qui est le lendemain du 21 janvier. Oui, le lendemain de l'anniversaire de Florian Carasoumayan.
qui est né le jour de la mort de Louis XVI. Exactement. Est-ce que vous serez le 21 janvier au petit matin à Saint-Louis-des-Invalides avec quelques royalistes non. Non, mais c'est vrai, chaque année, vous avez... Il y a bien longtemps qu'il a perdu la tête, Florian. Je crois que c'est à Saint-Louis-des-Invalides où chaque année, à 7h ou 8h du matin, ou à Saint-Germain-l'Auxerrois, il y a une messe en l'honneur de Louis XVI, dit Louis Capet, qui avait perdu effectivement la tête le 21 janvier 1793. Et vous avez quelques personnalités qui honorent la mémoire du roi et qui effectivement restent royalistes. Non, bah écoutez, j'avais pas prévu, mais pourquoi pas, c'est une belle sortie. Vous savez, Louis XVI, où il a été décapité dans Paris. Oui, à peu près, à peu près. Est-ce que vous savez, non, pas précisément, je pourrais pas. Non, c'était dans celle qu'on appelait à l'époque, en tout cas c'est aujourd'hui place de la Concorde. Bah oui, c'est ça. Il y avait je suis déjà passé là-bas. Ça, vous avez dû passer. Je visualise. Et il y avait un échafaud. Ah, d'accord. Et le roi, effectivement, a été guillotiné. Bien sûr. Ce matin-là. C'est joyeux. C'est joyeux, non oui. par un bourreau qui s'appelait Samson. Samson. Oh là là, vous le connaissiez? Non. 11h22, à tout de suite.